De nos jours, l'une des industries qui investit le plus dans l'intelligence artificielle est l'industrie des assurances. Le principe des assurances est de faire payer régulièrement des sommes modestes pour couvrir des coûts futurs potentiellement très importants, quoique peu probables. D'une certaine manière, il s'agit de diluer les risques individuels. Autrement dit, en termes bayésiens, parmi les futurs envisageables, une grande majorité de ces futurs sont sans coût majeur. Cependant, sans couverture par un assureur, il existe une petite fraction de futurs qui sont associés à un coût énorme suite par exemple à un accident. Choisir une couverture revient alors à lisser les futurs possibles en payant une somme modeste dans tous les cas, y compris ceux où aucun accident n'a lieu. L'assurance offre alors le service de centraliser et gérer les risques des différents clients et grâce à la loi des grands nombres, elle peut ainsi garantir que les prix des assurances payées par le plus grand nombre suffiront à aider la minorité qui en aura besoin. Et bien entendu, ceci requiert des coûts de gestion et les assurances prennent donc le soin de récupérer dans leur poche une fraction de l'argent ainsi transféré. Alors, on peut critiquer ou non le fait que les assurances qui effectuent ce travail soient des entreprises privées motivées par la maximisation des profits dans un contexte compétitif, mais il n'en reste pas moins remarquable que ce faisant, l'assurance résout presque par accident un problème de société, à savoir redistribuer les richesses de ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir eu d'accident au cours de leur vie. Le théoricien des jeux en moi ne peut que s'émerveiller devant ce bel alignement des incitatifs. Mais il se doit aussi de remarquer qu'il est en fait loin d'être parfait cet alignement, surtout que l'avènement du big data et des IA risque de changer la donne. En effet, le job d'un assureur, c'est avant tout de déterminer les prix des assurances de différents risques. Et bien entendu, plus le risque est probable et coûteux s'il advient, plus le prix de sa couverture sera important. Le travail de l'assureur est donc avant tout un travail de prédiction. Et pour ce faire, l'assureur va vouloir s'informer des risques potentiels en collectant et en analysant toutes sortes de données avec ou sans IA. Sauf qu'avec le big data, les assureurs ont désormais accès à toutes sortes de données individualisées. Ils peuvent donc ajuster les coûts probables de l'assurance d'un individu en fonction des données spécifiques à l'individu. Typiquement, si un individu fait régulièrement du sport, mange de façon saine et n'a aucun risque génétique, alors l'assureur sera amené à diminuer la probabilité que cet individu nécessite une hospitalisation majeure. Le coût de la couverture de cet individu diminuera. Et l'assureur pourra donc également diminuer le prix de son assurance. Sauf que bien sûr, à l'inverse, si l'assureur apprend qu'un individu a effectué un séquençage de son génome et que ce séquençage suggère que l'individu a un risque important de développer un cancer, alors l'assureur augmentera la probabilité que le coût d'assurer cet individu sera important. Et du coup, il semblera justifié pour l'assureur d'augmenter également le prix de l'assurance. Alors, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est l'impression notamment donnée par ces deux vidéos que l'on se dirigeait vers une ultra personnalisation des assurances via le big data. En tout cas, ça semble vraiment être le cas aux États-Unis et en Suisse. Mais je suis ensuite tombé sur ce rapport de l'Institut national de la consommation qui suggère que l'Union européenne s'est mise à réguler la personnalisation des assurances. Et qui plus est, je ne suis pas juriste et je suis très ignorant de la loi, donc je sais vraiment pas en fait ce qu'il en est légalement. Quoi qu'il en soit, je vous propose d'étudier les conséquences d'un marché des assurances sans régulation en présence de big data et d'intelligence artificielle. Et on peut souligner 3 problèmes posés par les nouvelles technologies et l'ultra-personnalisation des assurances. Le premier, c'est que dès lors, on sort du schéma classique où tous les individus étaient logés à la même enseigne et où les malheurs des uns étaient compensés par le prix des assurances des autres. En personnalisant les prix des assurances, on obtient alors un système où chacun paie quelque chose de bien plus proche de ses coûts à venir. L'assurance perd alors son rôle social de redistribution des richesses des individus les plus chanceux. Le second problème, c'est que les individus ont désormais intérêt à cacher les données les concernant pour éviter une augmentation des prix de leur assurance. Typiquement, ils ont tout intérêt à garder secret le séquençage de leur génome, voire à ne pas chercher à séquencer leur génome. Or, on peut y voir un échec de santé publique. En effet, médicalement, pour soigner aussi bien que possible les patients, de telles données peuvent être cruciales. Elles pourraient améliorer le diagnostic et permettre des prescriptions plus adéquates. C'est d'ailleurs en cela que la relation entre un patient et un médecin doit être aussi protégée que possible. C'est sur une telle relation de confiance que repose la volonté d'un patient à partager toutes ses données personnelles au médecin et la capacité du médecin à alors choisir des traitements adéquats. Le troisième problème, ce sont les incentives des assureurs qui, eux, vont avoir tout intérêt à violer la vie privée des personnes qu'ils assurent. Surtout dans un cadre compétitif, les assureurs doivent chercher à diminuer autant que possible le prix de leurs assurances, ce qui peut se faire en les personnalisant à l'aide de données individuelles. Et c'est pour ça que les données médicales valent si cher aujourd'hui. On estime même que ces données médicales valent encore plus que les données financières.
Or, bien entendu, la protection des données privées est un problème qui transcende l'augmentation des prix des assurances. Avoir vos données privées exposées peut donner lieu à toutes sortes de stigmatisations, de shaming ou de bullying sur Internet. Cela peut conduire à des problèmes d'usurpation ou à des refus de prêts bancaires, ce qui peut ensuite avoir des conséquences sur votre capacité à louer un appartement ou à trouver un travail. La violation des données privées peut avoir des conséquences majeures sur votre vie. D'où l'importance de la gestion adéquate des données privées et de réglementations comme RGPD, cette loi de l'Union européenne qui a causé une avalanche de messages d'entreprises du web dans votre boîte email il y a quelques mois. Gérer adéquatement vos données privées et faire en sorte que vos données privées soient gérées convenablement par un tiers de confiance, c'est une question de sécurité internationale. Malheureusement, il s'agit aussi et surtout d'un problème techniquement très difficile et complexe. Certes, quelques notions académiques ont été introduites, comme la confidentialité différentielle dont je parle dans le chapitre 8 de mon livre, mais ces notions ne sont pas toujours bien comprises par les juristes et les ingénieurs, et elles semblent beaucoup trop contraignantes pour les entreprises. À bien y réfléchir, il serait malencontreux d'imposer aux entreprises d'obéir à des règles, alors que les chercheurs sont eux-mêmes incapables de produire des algorithmes qui parviennent à obéir à ces règles. En fait, quand il s'agit de protection des données privées, il est bon de d'abord bien comprendre ce qui est technologiquement possible et ce qui ne l'est pas, et d'estimer les coûts qu'engendrerait telle ou telle réglementation. Malheureusement, aujourd'hui, même au niveau académique, aucun cadre généralement applicable ne semble émerger. On semble contraint de raisonner au cas par cas, ce qui nécessite beaucoup de recherche et beaucoup d'exploration et de fausses pistes. Bref, explorer le domaine des possibles en termes de protection des données requiert beaucoup de temps, d'énergie et de financement. Bon, ceci dit, la recherche avance et elle a déjà beaucoup avancé. Mais même lorsque certains problèmes sont résolus, comme dans le cas du sondage Laplacien pour garantir la confidentialité différentielle sans coût majeur pour l'analyste des données, il demeure souvent compliqué de passer des principes théoriques aux applications pratiques. Entre autres, beaucoup de pédagogie semble absolument indispensable pour mieux aiguiller les ingénieurs et les aider à implémenter ces idées. Or, de nos jours, il y a très peu d'investissement dans la vulgarisation des grands principes algorithmiques. Bref, la protection des données privées est un vaste chantier et il me semble qu'il y a un manque cruel d'expertise et de transparence à tous les niveaux. Ceci étant dit, même si ce problème était mieux résolu, la personnalisation des prix des assurances, notamment via des IA exploitant le big data, soulève une autre question de société qui me semble plus importante encore. Souvenez-vous, on a dit que quand les assurances fixaient un même prix pour tous, alors elles permettaient par accident une forme de redistribution des richesses pour les plus malchanceux. Mais si les prix des assurances sont désormais personnalisés, alors cette redistribution a beaucoup moins lieu. Et du coup, il faudrait peut-être commencer à penser à mettre en place un autre système qui, malgré tout, vient en aide aux personnes handicapées et accidentées. Et en fait, ça correspond à une question plus globale qui est comment identifier les gens qui ont le plus besoin d'aide et déterminer collectivement l'aide qui doit leur être attribuée. Et à bien y réfléchir à ce jeu-là, plutôt que de cacher les données privées de tous pour traiter tout le monde de manière égale, il pourrait être utile d'exposer partiellement les différences entre différents individus. Ça peut être utile par exemple pour mieux identifier ceux qui vivent en excès et épuisent une fraction trop importante des ressources, comme le suggère le réveilleur. Et ce genre d'exposition partielle des données privées pourrait également être utile pour mieux identifier ceux qui ont le plus besoin d'aide. Ça peut vous paraître étrange comme idée, mais ne pas traiter les individus de manière égalitaire, c'est déjà ce qui se fait dans le bus. Bah oui, les bus invitent souvent les passagers à laisser la priorité aux places assises, aux personnes âgées, handicapées et aux femmes enceintes. Et ça, au final, c'est ni plus ni moins identifier des particularités individuelles, voire se fonder des préjugés sur des individus simplement à partir de leur apparence physique, afin de mieux les aider. Autrement dit, les bus nous invitent à exploiter les stéréotypes et à effectuer des jugements de faciès afin de venir en aide plus rapidement et plus efficacement aux personnes les plus démunies. Et ça paraît au moins partiellement moralement justifié, ou en tout cas pas entièrement condamnable. D'ailleurs, de nombreux chercheurs proposent d'en faire de même pour la lutte contre la pauvreté. Ils proposent ainsi d'exploiter l'image satellite d'habitation de millions, voire de milliards d'individus sur Terre, afin d'identifier les zones d'extrême pauvreté pour mieux leur venir en aide. Leur solution consiste donc à violer partiellement la vie privée de ces individus pour mieux les aider. Une IA devrait-elle en faire de même ? À quel point devrait-elle violer nos vies privées, sachant que cela peut grandement aider à aider plus efficacement et plus rapidement les personnes qui en ont plus besoin? Et surtout, y aurait-il un système efficace qui pourrait être mis en place pour prélever le surplus superflu des plus fortunés afin de venir en aide à ceux qui en ont absolument besoin?
Ce sont là des questions extrêmement difficiles, notamment car cela mêle une dimension morale sur laquelle on est très hooligan et une dimension technologique sur laquelle on est très ignorant. On est là les deux pieds dans un domaine où nos intuitions sont très mauvaises. J'aurais donc tendance à vous encourager à ne pas conclure et au contraire à chercher à calmement mieux vous informer. Et peut-être qu'après plus de réflexion, vous conclurez comme moi que nos intuitions naïves sont souvent très inadéquates pour appréhender la complexité de notre monde moderne. La dernière fois, on a parlé de racisme et je vous ai parlé notamment de TateWits, cette IA inventée par Microsoft qui interagissait sur Twitter. Et Chocapaf fait remarquer que, au-delà du fait que Tay a été complètement influencé par des gens sur Twitter qui la poussaient à dire des trucs assez scandaleux, il y a aussi un effet buzz qui est que si l'objectif que l'on a qu'une IA a typiquement sur Twitter, c'est de se faire retweeter et de se faire liker, eh bien, il y a une façon qui marche beaucoup mieux que les autres, c'est dire des trucs absolument scandaleux. Et d'ailleurs, ça contraste avec d'autres comptes Twitter qui sont également gérés par des bots, mais qui vont partager par exemple des images de pavage d'un plan hyperbolique. Ça fait un petit peu moins le buzz et ça fait un peu moins la une des gros médias. De façon plus générale, il semble vraiment, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo lorsque j'ai parlé de la démocratie, qu'à travers ces réseaux sociaux notamment, il y a vraiment un système de surenchère. C'est à qui dira le truc le plus scandaleux parce que cette personne-là sera le plus retweetée, le plus liké. Et du coup, il y a un peu une surenchère à avoir des phrases chocs, des trucs qui tapent. Tout ça parce que finalement, nous humains réagissons de façon pas si différente finalement d'une IA sur Twitter. On a tendance à avoir une petite récompense à chaque fois que l'on fait un tweet qui est très liké, très partagé. On a tendance à avoir une petite montée d'adrénaline et voire une petite gorgée de dopamine lorsque on a ce genre de notification. Et du coup, on est poussé à des trucs de plus en plus chocs. Et ça, c'est en fait assez problématique si on y réfléchit, puisque ça pousse toujours à des phrases de plus en plus clash à chaque fois. Et dès qu'on parle notamment d'un sujet comme le sexisme ou le racisme, voilà, il y a une tendance vraiment au clash, à avoir des phrases chocs qui me semblent extrêmement malsains, parce qu'en fait, ce sont des problèmes incroyablement difficiles, incroyablement subtils, incroyablement compliqués. Et voilà, typiquement, dans les commentaires de la vidéo précédente, il y a pas mal de commentaires où c'est difficile de savoir si la personne qui a écrit ce commentaire écrit au premier ou au second degré. Est-ce qu'elle est juste en train de troller ou est-ce qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense ou est-ce qu'elle s'est juste parfois mal exprimée, ça peut arriver aussi. Bref, j'aurais tendance à vous encourager sur ces sujets assez sensibles de ne pas chercher à trop troller, ou si vous êtes en train de troller, faites en sorte que ce soit vraiment clair que vous soyez en train de troller, parce qu'après ça empêche d'avoir une discussion intelligente sur ces problèmes qui sont encore une fois, qui nécessitent vraiment beaucoup d'intelligence parce que ce sont des problèmes extrêmement compliqués à résoudre. Faites par exemple comme Géo qui précise dans sa question qu'en fait il n'y a pas de troll dans sa question et que c'est une vraie question qu'il se pose, à savoir la question qui se pose est de savoir si une machine qui ne ferait qu'interpréter les données, et supposons qu'elle le fasse correctement, est-ce que finalement cette machine peut vraiment être considérée raciste? Alors ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des biais dans les données, dans le sens où voilà, la manière dont on a collecté les données, à cause notamment du paradoxe de Simpson, fait qu'il y a des facteurs de confusion. Donc typiquement le cas des résultats des recherches sur Google Images, où on voit beaucoup plus, lorsqu'on tape le mot PDG, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça vient aussi du fait que l'image la plus pertinente d'une certaine manière d'un PDG, si on prend l'image la plus pertinente, c'est peut-être celle d'un homme parce qu'en effet il y a plus d'hommes PDG que de femmes. Mais comme Google Images va vouloir montrer uniquement des images qui sont vraiment les plus pertinentes, si on prend à chaque fois juste l'image la plus pertinente sur chaque site, on n'obtient que des images d'hommes et on obtient alors une collection d'images, et c'est cette collection d'images qui n'est pas représentative de la proportion homme-femme. Et en fait, en pratique, en tout cas c'est ce que disait le docteur Elisa Celis dans une vidéo sur Zettabyte, en fait la proportion d'hommes et femmes n'est pas du tout celle que l'on retrouve lorsqu'on fait des requêtes sur Google Images. Donc, voilà, donc il y a ce genre de biais qui est dû à des biais de sélection typiquement qu'il faut corriger si on veut avoir une bonne représentation de ce qu'est un PDG et surtout de à qui il faut proposer un job de PDG, puisqu'après il faut imaginer que voilà, ce genre d'image, de résultat de requête est utilisé par des sites de recommandation de jobs qui vont par exemple prendre une offre de job et du coup la proposer à différentes personnes. Et si l'IA qui fait ça construit son raisonnement à partir des résultats des requêtes sur Google Images, elle pourrait se dire que du coup les personnes les plus susceptibles d'être intéressées par ce job seraient les hommes.
Il pourrait du coup y avoir des erreurs de raisonnement qui sont en fait absolument non triviaux. Et d'une certaine manière, ne pas avoir une compréhension plus fondamentale du monde peut conduire à ce genre de raccourcis. On en a déjà longuement parlé, notamment dans la vidéo sur le paradoxe de Simpson et les facteurs de confusion. Ceci étant dit, comme le précise aussi Léo sur Dirty Biology, il serait aussi scientifiquement erroné que de penser qu'il n'y a aucune différence entre les blancs et les noirs et aucune différence entre les hommes et les femmes. Donc il serait aussi erroné d'un point de vue scientifique d'avoir une vision totalement égalitaire des choses. Il y a des spécificités et c'est bien de les apprendre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces différences entre différents groupes sociaux ne sont pas forcément génétiques. C'est aussi souvent des différences culturelles ou d'origine socio-économique. Typiquement, les taux d'intérêt pour les noirs vont être plus élevés que pour les blancs souvent parce que le taux de remboursement des prêts par les noirs est souvent plus faible que pour les blancs pour une raison assez simple, c'est que souvent les noirs sont plus pauvres que les blancs aux États-Unis. Et ça vient encore une fois pas de raison génétique mais de raison tout simplement historique, puisque bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire des États-Unis, mais bon, historiquement il y a eu d'énormes inégalités socio-économiques entre les blancs et les noirs. Et du coup, il y a une différence qui va s'observer encore aujourd'hui dans les taux de remboursement des blancs et des noirs. Et du coup, au niveau des prêts bancaires, typiquement, il va y avoir une différence entre les blancs et les noirs qui est prévisible d'un point de vue totalement historique. Et là, il y a plusieurs façons d'aborder la question du racisme. C'est est-ce qu'on essaie, du coup, sachant qu'il y a ce biais historique, on essaie de rétablir ce biais. Du coup, ça correspondra à rétablir l'égalité entre deux groupes sociaux. Donc parfois, on parle de biais de groupe. Et pour diminuer les biais de groupe, il faut nécessairement augmenter les biais individuels. Typiquement, dans ce cas, ça reviendrait à dire qu'il va falloir faire de la discrimination positive typiquement pour les noirs, ce qui veut dire qu'à dossier égal, un blanc et un noir ne seraient pas traités de la même façon. Donc la diminution du biais entre les groupes se ferait au détriment du biais individuel. Donc c'est un grand débat, notamment entre sociologues, de savoir comment gérer ces deux types de biais. Alors j'ai eu l'occasion d'assister à des séminaires souvent donnés par des informaticiens, et c'est vrai que de manière intuitive, les informaticiens ont tendance à penser que ce qui compte, c'est ce sont les biais individuels, pas les biais de groupe. Mais souvent, les sociologues affirment que, en fait, pour des raisons notamment peut-être utilitaristes plus globales, si on arrive à rétablir plus d'égalité entre des grands groupes sociaux, comme par exemple entre les blancs et les noirs, ça pourrait permettre de résoudre plein d'autres problèmes à la fois. Donc voilà, il faut avoir une vision un peu globale de la société quand on pense à ces questions, et c'est extrêmement difficile, et je ne prétendrai absolument pas pouvoir vous donner un avis qui soit pertinent, clairement. Moi, ce que j'aimerais vraiment voir, disons, dans les commentaires, c'est plus des questionnements que des réponses intuitives que vous avez, parce que la morale intuitive est souvent très mauvaise pour penser ce genre de questions. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, ce sont des sujets extrêmement touchy qui éveillent l'hooligan en nous. Donc, essayez d'être conscient de l'hooliganisme en vous au moment où vous commenterez cette vidéo. Essayez de vous dire, est-ce que j'écris ça par hooliganisme, ou est-ce que j'ai vraiment bien réfléchi à cette question, ou est-ce que... Voilà, essayez d'écrire plus des questionnements que des réponses parce que c'est vraiment des questions difficiles et généralement on n'y a pas assez réfléchi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait utiliser les IA permet non seulement de soulever les questions, mais peut-être pourrait permettre aussi de résoudre certaines de ces questions mieux que si c'était des humains qui étaient en charge de répondre à ces questions. C'est quelque chose dont on va continuer à parler dans les prochains épisodes, où notamment on va voir des apports bénéfiques des IA pour les sociétés qui sont assez clairement bénéfiques, on va dire. Notamment, la prochaine fois, on va parler de l'IA et de la santé, notamment le fait que les IA sauvent des vies. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer de futurs épisodes. Merci au Tiber Pardon et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Mais comme l'indique la philosophe américaine Elizabeth Anderson, bien loin d'opérer une harmonie entre capitalisme libéral d'un côté et socialisme interventionniste d'un autre, le Luck égalitarianisme produit des effets pervers non désirables qui ne peuvent au final que trahir son ambition égalitaire. Une société égalitariste des chances pourrait en effet produire des jugements moraux humiliants de la part de l'État et hiérarchiser tous les individus en capables et incapables. En effet, pour pouvoir compenser les déficits provoqués par le hasard, il faut bien que l'État vérifie si les capacités et les incapacités des individus peuvent lui être imputées ou non. Une telle vérification demanderait la mise en place d'une administration quasi inquisitrice et moralisante qui devrait passer son temps à scruter la vie des individus et tous leurs antécédents. La voie privilégiée, c'est celle du test and learn. C'est une approche qui a été mise en place par toujours Discovery en Afrique du Sud. Et l'idée, là aussi, a été de lier un tracker fitness avec une assurance santé, mais avec un programme de fidélité. Plus vous marchez, plus vous cumulez des points,
plus vous avez des coupons de réduction dans des magasins bio, dans des magasins de sport,